présence aujourd'hui à ce qui est la dernière séance de ce séminaire Mauvais goût, mauvais genre. Depuis le 3 octobre, nous avons parcouru à travers 22 séances un certain nombre de sujets. Nous avons écouté des chercheurs de tous les horizons, chacun venant nous parler de son mauvais goût à lui, qu'il s'agisse de comédie musicale, de Dragon Ball, de fanfiction ou de choses légèrement plus compromettantes comme c'est le cas aujourd'hui. Loin de prétendre proposer une réflexion suivie au cours de ces séances, nous avons plutôt rassemblé une pluralité de réflexions sur des objets qui ont été à la fois variés et parfois inattendus. Nous avons entendu des universitaires chevronnés comme de jeunes chercheurs, des quatre coins de la France, parfois même d'un peu plus loin, puisque nous avons eu des visiteurs de Belgique et du Canada. Certaines de ces séances avaient un caractère un petit peu expérimental, mais toutes ont permis de penser, ou en tout cas d'essayer de penser autrement les objets qu'elles proposaient à la réflexion, ce qui était le but premier du séminaire. Et de mon côté, j'ai été réjouie, plus que réjouie, de voir que séance après séance, des liens se tissaient entre les différentes interventions, permettant de nouer certains objets entre eux, ce qui était évidemment satisfaisant intellectuellement, et puis ce qui prouvait que le but de cette année n'était finalement pas un mirage, ce qui est plutôt réconfortant, et que tous ces objets populaires, médiatiques, forment bien d'une certaine manière un tout qui se prête comme tel à la réflexion. Je ne vais pas, je vous rassure, je ne vais pas m'étendre plus longuement et me lancer dans un bilan du séminaire, ce qui serait, je crois, très ennuyeux sans avoir de réelle utilité. Je vais donc me contenter d'ajouter deux petites choses. Premièrement, ceci est bien la dernière séance, mais ça n'est pas tout à fait la fin des mauvais goûts, mauvais genres pour autant. Il y aura une publication des actes du séminaire aux éditions La Taupe Médite qui est prévue pour octobre-novembre 2017. L'occasion de rattraper certaines séances, de se replonger dans d'autres et aussi de faire des liens entre des réflexions que nous avons entendues de manière plutôt séparée les unes des autres. Si vous souhaitez être tenu au courant de la publication, vous pouvez suivre la page Facebook du Centre Michel Zévaco. Et puis, une dernière chose que je souhaitais ajouter à titre tout à fait personnel cette fois-ci, je voudrais faire une dédicace à Aurélien, qui a été le pilier de ce séminaire, en tout cas mon pilier personnel à moi pendant l'année. Et donc, merci pour ta constance. Voilà, bref, j'en viens à la séance du jour. C'est un plaisir tout particulier pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Donc, Judith Lioncan, maître de conférence à l'EHESS, historienne, spécialiste des usages sociaux de la littérature, donc au 19e principalement, et Colas Duflo, professeur à Paris 10 et spécialiste cette fois-ci de littérature du 18e, et notamment, il me semble, des liens entre littérature et philosophie. Et pour clore ce séminaire, donc par une espèce de feu d'artifice, vous allez explorer pour nous ce qui est peut-être le plus mauvais genre de tous les mauvais genres, à savoir la littérature érotique, les obscénités romantiques. Et je crois qu'effectivement, vous ne serez pas trop de deux pour cette entreprise, pour nous faire traverser 18e puis 19e siècle. Donc pour vous laisser le plus possible la parole, je m'arrête tout de suite. Et merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Merci à Luce Rondier pour cette stimulante invitation. Alors, stimulante parce qu'elle vient poser, alors pour moi qui m'occupe du XVIIIe siècle, elle vient poser la question du mauvais genre à un corpus qui est plutôt lié à la notion même, est plutôt lié, d'ailleurs il n'y a qu'à voir le programme de votre séminaire cette année, au XXe siècle, et éventuellement remontant vers le XIXe et la littérature de feuilleton. Bref, c'est un corpus sur lequel on pose peu cette question d'habitude, du mauvais genre. Alors, qu'est-ce qu'un mauvais genre, littérairement parlant? C'est un genre dont la valeur esthétique est douteuse et dont la valeur morale est contestée. Je le dis aussi largement parce que au fond, c'est ce qui recoupe à diverses époques, c'est ce qu'on a pu dire à la fois du roman policier, du film d'horreur, de la bande dessinée,
absence de valeur esthétique et danger pour la morale. Et alors si je le décrit de cette façon, c'est parce que c'est exactement la définition que Diderot donne du roman en général, dans le fameux début de l'éloge de Richardson. Je cite, « Par un roman, on a entendu jusqu'à ce jour un tissu d'événements chimériques et frivoles, dont la littérature était dangereuse pour le goût et pour les mœurs. Je voudrais bien qu'on trouve un autre nom pour les ouvrages de Richardson, qui élèvent l'esprit, qui touchent l'âme, qui respirent partout l'amour du bien, et qu'on appelle aussi des romans. » Donc c'est 1761, et en disant cela, du roman en général en 1761, Diderot récapitule, pour les contester à propos de Richardson, les lieux communs à l'égard du genre romanesque lui-même, qui circulent depuis le début du XVIIIe siècle, et qui culminent vers 1737, c'est des choses qui ont été analysées notamment par Georges May. Ces lieux communs culminent, enfin ces attaques à l'égard du roman culminent vers 1737, lorsque le chancelier d'Aguesseau opère ce qu'on a appelé la proscription du roman, c'est-à-dire une période d'absence d'autorisation pour tout ce qui relève du genre romanesque. Donc c'est juste un premier élément de contexte à ne pas oublier, c'est que avant sa pleine légitimation littéraire au XIXe siècle, le mauvais genre au XVIIe et XVIIIe siècle, et le genre de mauvais goût, c'est d'abord le roman en général. C'est un genre contesté à la fois pour des raisons esthétiques et morales. C'est un genre contesté, mais en même temps, et je rappelle les choses rapidement pour ceux qui n'auraient pas ces souvenirs d'histoire littéraire en tête, c'est évidemment depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est un genre en plein développement, le nombre de titres publiés progresse de manière exponentielle, et en cela, cette progression est parallèle à l'extension du public qui lit, et ce nouveau public souhaite une littérature romanesque qui ne demande pas de culture savante préalable, qui peut faire l'objet d'une lecture facile, et donc ce nouveau genre sans code et sans noblesse lui fournit ce qu'il attend. Ce succès et ce développement du genre romanesque suscitent des méfiances de la part des autorités religieuses, politiques, mais la nouveauté du genre fait aussi que le genre est considéré comme mineur, sans dignité littéraire, il n'a pas sa place dans la hiérarchie des valeurs littéraires, y compris chez des auteurs comme Voltaire, qui écrivent, comme on sait, aussi des textes que nous rangeons aujourd'hui dans les romans, et qui a toujours professé le plus grand mépris pour le genre romanesque en général. Les moralistes chrétiens s'inquiètent de ces contenus douteux, on accuse les romanciers, Pierre Nicole notamment, accuse les romanciers d'être des empoisonneurs publics, le père Poré appelle à l'interdiction du genre, les jésuites lancent une campagne anti-romanesque avec des pamphlets, des textes parodiques, bref. La censure qui est partagée entre la mission de protection du commerce des libraires imprimeurs français et la mission d'assurer une forme de contrôle idéologique, la censure est partagée entre des moments de protection du genre, où on refuse les autorisations, même tacites, ce qui pousse les éditeurs de romans et les auteurs à se tourner vers les éditeurs hollandais, et des moments de relative tolérance, où circulent les publications les plus variées, et la plupart du temps, selon les périodes, la censure navigue entre ces deux positions. Donc pour schématiser, et je renvoie pour le reste aux analyses de Georges May et à celles qu'on suivit, on peut dire qu'un certain nombre de romanciers vont travailler à surmonter justement les objections qui sont faites au genre romanesque, et un certain nombre de romanciers vont travailler à faire de ce mauvais genre un genre légitime. Ils vont le faire par le sérieux des sujets abordés, par la qualité du style, par l'analyse psychologique, par la dimension morale et l'ambition des vues. Marivaux, Prévost, Richardson, Rousseau vont contribuer à un mouvement de légitimation, comme le texte de Diderot, l'éloge de Richardson en est un exemple. Voilà. Mais d'autres romanciers, dans le même temps, s'accommodent très bien de travailler dans un genre mineur et douteux, et parmi eux, donc ceux qui m'intéressent aujourd'hui.
Et donc, ce qu'on appelle, et notamment, enfin, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce qu'on appelle roman libertin, ce qu'il faut donc dire d'emblée, hein, c'est que ça n'est pas un univers à part ou séparé du développement général du romanesque au XVIIIe siècle. Le roman libertin se caractérise par l'obsession centrale du rapport sexuel, hein, qui fait l'unité de ce corpus, mais en réalité c'est un corpus qui est tout à fait divers. Mais de manière générale, ce qu'on appelle roman libertin participe d'un mouvement qui est ce mouvement d'expansion du genre, cette inflation du nombre de titres publiés et cette consommation par un nouveau lectorat. Le roman libertin est lu par des militaires en garnison, des bourgeois, des clercs de notaire, aussi bien que par la noblesse de robe et de cour. Et il s'inscrit littérairement dans les mêmes modes, dans les mêmes formes, et il se présente aussi comme un lieu d'expérience esthétique assez variée, mené dans une grande liberté de forme et de contenu. Et notamment, une des choses une des raisons pour lesquelles ce corpus m'a intéressé, c'est qu'il est marqué par le même goût pour la philosophie dans le roman. Parce qu'au XVIIIe siècle, le roman est un lieu où on aime à disserter, à aborder dans des dialogues, des problèmes intellectuels du temps, à présenter des personnages de philosophes. C'est une des grandes caractéristiques du roman du XVIIIe siècle, c'est l'abondance de personnages de philosophes. Et le roman libertin ne fait pas exception à cette mode qui emporte tout le siècle. Hein, des jeunes filles enfermées dans des couvents s'initient réciproquement à des plaisirs de compensation, tout en échangeant sur les besoins de la nature et sur la force des passions. Des maîtres en libertinage dénoncent, organisent des dispositifs et puis par ailleurs tiennent des discours pour dénoncer l'imposture des religions et retracer l'origine des religions dans l'ignorance et la peur. On trouve aussi des narratrices qui sont parvenues au terme d'une vie d'égarement et qui racontent leurs propres égarements, qui méditent sur leurs expériences et qui de temps en temps mélangent à ce propos, à cette narration, des dissertations sur la liberté de la volonté comme forme sur le fait que la liberté de la volonté n'est qu'une forme d'illusion métaphysique devant la force des passions, etc. Alors ces romans clandestins, donc, qui sont assez nombreux, n'ont aucune prétention, et notamment ils n'ont pas la prétention de faire œuvre littéraire, hein, ils sont d'un mauvais genre qu'ils assument, ils sont tous anonymes évidemment, d'un anonymat plus ou moins bien gardé à l'époque et qui parfois résiste encore aujourd'hui. Un certain nombre de ces textes n'ont pas d'auteur identifié, et donc ils n'entendent pas servir à la reconnaissance d'un auteur. Et il vise d'abord à distraire le lecteur, à provoquer dans le lecteur un certain nombre d'effets par leur contenu érotique, mais aussi ce sont des textes qui visent volontiers à faire rire par des allusions transparentes qu'il faut déchiffrer à des débats d'actualité ou à des faits d'actualité, par des parodies de romans plus sérieux, par des provocations outrancières ou bien savamment dosées selon les textes. Ceci posé, les questions que ces romans rencontrent sont des questions très souvent profondes, sérieuses et qui traversent la littérature de l'époque et pas seulement la littérature libertine, puisque à partir du récit d'aventures sexuelles se rencontrent très rapidement des problématiques morales qui confrontent les expériences des individus, leurs désirs, leurs besoins naturels et les dogmes religieux en tant qu'ils fondent des normes morales partagées par la société. Et dès lors, les expériences que ces romans décrivent donnent matière à penser, à s'interroger sur la nature humaine, sur les pratiques qui lui conviennent, à questionner l'emprise des religions sur les esprits, à méditer sur les rapports de l'âme et du corps, sur la liberté, les passions, sur les vertus publiques, la conduite privée, etc. Et donc ces romans que leur contenu narratif voue à la clandestinité, par là, rejoignent un autre domaine très vivant de l'activité éditoriale clandestine au XVIIIe siècle, qui est la philosophie. Parce que, et c'est là un phénomène tout à fait intéressant, il y a aussi au même moment ce qu'on peut appeler un mauvais genre de la philosophie. Pour
situer rapidement, là aussi depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle, et ce que la critique a nommé le libertinage érudit, se développe en France comme dans toute l'Europe une philosophie dans les marges qui entend se libérer du poids des préjugés dominants, qu'il s'agisse de penser la nature, la morale, la religion ou la politique. Et au XVIIIe siècle, ce à quoi on assiste très rapidement, hein, c'est une transition entre la circulation de ces idées contestataires sous la forme de manuscrits échangés de la main à la main, et par conséquent réservés à un public extrêmement restreint et choisi. Il y a une transition entre ce mode de circulation des idées et la diffusion de ces mêmes idées via des publications imprimées qui donc visent un lectorat beaucoup plus répandu. Et ça, on voit très bien ce mouvement-là s'opérer dans les années de 1730 à 1750. Il y a un certain nombre de textes qui circulaient sous la forme de manuscrits clandestins, qui vont circuler sous forme imprimée, recueillis dans des volumes comme les Nouvelles Libertés de Pensée, 1743. Et le contenu de ces textes va également se retrouver dans un certain nombre de romans libertins. J'y reviendrai. Parce que, et c'est là qu'on peut parler de philosophie de mauvais genre, parallèlement aux lumières officielles, qui se développent avec l'accord au moins tacite des autorités politiques, dans des grands projets comme l'encyclopédie, comme l'histoire de la nature de Buffon, parallèlement, donc, se diffusent clandestinement un certain nombre de textes beaucoup plus en rupture avec les idées admissibles dans une monarchie catholique, et qui vont diffuser des thèses que les censeurs appellent déisme, athéisme, fatalisme, spinozisme, épicurisme, etc. Et on peut parler, pour caractériser ces lumières-là, de lumières hétérodoxes, ou bien Jonathan Israel a utilisé le terme de lumière radicale. Bon, je passe sur les termes. Évidemment, a posteriori, on est frappé par la vitalité dans la marge, la multiplication de ces publications, la sorte de jubilation aussi qu'on ressent à lire ces textes, la jubilation qui passe aussi qui est aussi une jubilation de la transgression. Il y a un goût de communiquer, d'inventer des nouveaux moyens d'écrire et de diffuser, des pensées renversantes. Et là aussi, le thème de l'expérience est constamment mis en avant, qui donne lieu à des récits dont le lecteur doit souvent tirer lui-même les conséquences et qui mettent en doute, au nom de la nature, un certain nombre d'idées reçues. Et donc, ces lumières hétérodoxes prennent plaisir à questionner les interdits de la société d'Ancien Régime, avec un certain goût de la provocation et de la transgression qu'on trouverait chez Lamétrie, par exemple. Mais ce goût se retrouve également dans les romans clandestins, au fond, le public de ces différents textes est probablement en partie le même public. Donc, hors de l'université, autant dans l'université, la philosophie est au service de la religion, hors de l'université, dans ces années du XVIIIe siècle, elle s'émancipe, elle brandit la raison, la nature, l'expérience, et s'amuse à mettre en doute tout ce dont il n'est officiellement pas permis de douter, de l'existence d'une âme spirituelle, l'idée que la morale se fonde dans des commandements divins, etc. Donc les enjeux en réalité sont importants, mais le ton de ces textes est très souvent assez jubilatoire et joyeux, et c'est ce ton qu'on va également retrouver dans les dissertations des romans libertins. Parce que de fait, le roman clandestin, les romans clandestins présentent bien souvent des ambitions philosophiques au nom d'un savoir expérimental sur le désir humain. Et ces ambitions vont se marquer dans toute une galerie de personnages présentés comme philosophes. Je disais tout à l'heure que une des caractéristiques du roman du XVIIIe siècle, c'est l'abondance de personnages de philosophes. C'est vrai aussi pour les romans clandestins. Alors ces philosophes, c'est par exemple le maître en libertinage. Sade va beaucoup utiliser ce type de personnage, mais qui existe bien avant lui. C'est celui qui éduque les jeunes gens, et des jeunes filles en particulier, qui leur tient des discours sur la déculpabilisation de la chair.
c'est le maître en libertinage qui organise des expériences. Par exemple, dans un roman de Du Laurence qui s'appelle Imirs, il y a un personnage qui est appelé Ariste, qui fait élever dans une cave 2 enfants qu'il a achetés à leur naissance, et dont l'une deviendra sa maîtresse. Bon, c'est une expérience sur le développement de la nature. Là aussi, en marge du roman, du développement général du roman au XVIIIe siècle, une des inventions du roman au XVIIIe siècle, c'est le roman mémoire, et notamment Prévost a inventé un type de personnage qui est le narrateur philosophe. Cleveland, le narrateur philosophe, c'est celui qui est arrivé au terme d'une histoire pleine de péripéties, qui prend sa plume pour raconter ses mémoires, et qui, à la fin de ce parcours, et d'une certaine façon, nous raconte sa vie d'un point de vue réflexif, en réfléchissant sur ce que ces différentes aventures lui donnent à penser. Et le roman libertin a promu ce personnage du narrateur philosophe, notamment au féminin. C'est la narratrice philosophe. Alors ça, c'est une innovation tout à fait décisive du roman du XVIIIe siècle, en particulier dans le roman libertin. C'est la femme philosophe qui... c'est Florence Lautry, notamment, qui a étudié cette figure. À défaut d'avoir une vraie place dans la société du XVIIIe siècle, la femme philosophe apparaît dans la fiction. Elle est narratrice de sa propre histoire, bien avant la Juliette de Sade, et avec un tel succès. C'est un personnage qui a beaucoup de succès et qu'on va retrouver d'un livre à l'autre, puisque ça se voit bien dans les titres qui sont des arguments de vente, d'autant plus que tous ces romans sont anonymes, donc ce sont les titres qui font vendre les ouvrages, évidemment, et pas les noms d'auteurs. Thérèse philosophe, premier grand succès de la littérature libertine, et puis dans la foulée, Thérèse philosophe c'est 1748, et dans la foulée paraissent l'Anti-Thérèse ou Juliette philosophe, 1750, Laïs philosophe, 1760, Clerval philosophe, 1765, Rosette ou la fille du monde philosophe, 1768, et on pourra en citer d'autres, comme par exemple les Confessions d'une courtisane devenue philosophe, 1784, etc. Alors tous ces personnages, donc, en incarnant la philosophie, justifient narrativement le fait qu'à l'intérieur du roman, des réflexions puissent être tenues, et le roman va abonder en digressions, en dialogues d'idées, en leçons, en dissertations, qui font partie de ce que le public attend manifestement dans les Confessions d'une courtisane philosophe. Ainsi, il y a un passage où on s'aperçoit bien que l'auteur remplit son cahier des charges, la narratrice a raconté un certain nombre d'aventures, et puis bon, au bout d'un moment, on sent bien qu'il doit faire une dissertation contre la religion. Alors il l'a fait, bon, il y a une sorte de chose un peu, voilà, un peu automatique qui se met en place d'un livre à l'autre. La philosophie devient même une forme d'argument de vente. Et on voit bien du coup que les romans libertins ne sont pas seulement des expérimentations littéraires de la puissance d'un texte à susciter des représentations imaginaires qui produisent des effets sur le désir du lecteur, mais les romans libertins sont aussi des expériences de pensée, et en particulier en philosophie morale, et se présentent volontiers comme telles. Par exemple, c'est un scénario qu'on trouve de manière très répétitive depuis la fin du XVIIe siècle. 2 nonnes, à la faveur de l'orage, se réfugient dans la même cellule et dans le même lit et découvrent le plaisir qu'elles peuvent se donner réciproquement à la faveur de ces événements. Et du coup, cette situation va susciter un certain nombre de réflexions, par exemple sur l'enfermement conventuel, sur ses raisons, ses justifications religieuses et sociales, qu'on va pouvoir contester, donc réflexion politique. La même situation peut donner lieu à des réflexions et des dissertations sur la normalité du rapport hétérosexuel et sur la condamnation justifiée ou non de l'homosexualité. Ou la même situation peut donner lieu à des réflexions plus générales sur la continence et la chasteté dans leur opposition. Continence et chasteté sont-elles des valeurs alors qu'on voit bien que l'organisme doit nécessairement et naturellement évacuer tel et tel fluide surabondant chez les jeunes gens, etc. Et voilà. Donc il ne s'agit pas dans le propos que je
tient ici de prétendre que les auteurs de Dombourg ou des Mémoires de Suzon sont de grands philosophes, mais ce que j'aimerais souligner, c'est la circulation des idées et des thèmes d'un texte à l'autre. Ces œuvres, donc ces romans clandestins du XVIIIe siècle, sont des textes hybrides et qui tirent leur réussite esthétique de cette hybridité même. Et les lecteurs qui les lisent sont les mêmes qui parcourent les feuilles des journaux, qui empruntent les bons et les mauvais romans dans les cabinets de lecture, qui s'intéressent aux brochures des philosophes, mais aussi aux pamphlets. Bref, ces romans sont traversés par tout ce qui fait l'actualité intellectuelle du moment, et les débats que les lecteurs vont retrouver sont ceux qui les intéressent par ailleurs, parfois sous un angle comique, la plupart du temps exprimé de manière plus radicale. Et justement, on peut penser que les lecteurs cherchent dans ces livres, outre la représentation érotique, également le plaisir que nous trouverions à lire un texte satirique, un texte, enfin, recherche une liberté de ton, recherche la transgression des interdits, y compris sur le plan intellectuel. Donc ce sont des textes relativement mineurs, à l'intérieur même du domaine romanesque qui lui-même est réputé sans noblesse. Ce sont des textes publiés de manière anonyme. Ce sont des textes qui font très rarement l'objet d'une belle édition. Alors, en revanche, ils sont vendus à un prix élevé. C'est des choses que les historiens du livre ont très bien analysées, comme Robert Darnton. C'est l'interdit qui pèse sur ces œuvres qui en fait le prix. Et donc, en effet, ils sont vendus relativement cher parce qu'on paye les risques du trafic. Alors, il y a souvent des illustrations. Elles ajoutent à la valeur marchande des volumes. Elles sont souvent de piètre qualité dans la réalisation et dans l'impression aussi. Bref, on a affaire à des œuvres qui n'ont pas de légitimité esthétique, qui n'en cherchent pas, donc on est bien dans le mauvais genre, mais des œuvres qui circulent très abondamment, qui traversent manifestement toute la société qui lit, et qui font circuler dans cette société, aussi bien que des scènes érotiques, des idées, des questions, des critiques, dans un grand ton de rébellion joyeuse. Alors, une des choses qui caractérise le mauvais genre comme tel, de manière générale, c'est son caractère souvent quasi revendiqué. Au fond, le mauvais genre sait qu'il est de mauvais genre. L'outrance des situations, le mauvais goût de la narration sont délibérés et le manifestent. Il y a toujours un second degré, enfin, une conscience de soi-même qui affleure, ou quelquefois qui est explicite dans ce qu'on appelle le mauvais genre. C'est vrai aussi pour les romans libertins. Alors, en tout cas les plus outranciers d'entre eux. Alors le meilleur exemple, et c'est ce que j'aimerais développer maintenant, c'est l'exemple sur lequel j'aimerais m'appuyer maintenant. C'est le plus célèbre des romans pornographico-philosophiques du XVIIIe siècle. C'est Dombourg ou Le Portier des Chartreux, qui mêle à dessein le mauvais genre littéraire et le mauvais genre philosophique, si on peut dire. Alors, c'est un livre important, du moins si on mesure un livre à son retentissement, au nombre de ses rééditions, à sa circulation, au nombre de ses citations dans d'autres ouvrages. Si c'est ça qui fait l'importance d'un livre, alors Le Portier des Chartreux est sans doute un des livres les plus importants du XVIIIe siècle. Il a été imité, continué, publié sous différentes formes et différents titres. Voilà. Donc c'est un livre qui est publié de manière anonyme. On sait maintenant qu'il a été écrit par un clerc de procureur qui deviendra avocat et qui n'a pas écrit grand-chose d'autre, qui s'appelle Gervaise de Latouche. Et le livre est publié avec un lieu d'impression fictif, évidemment, à Rome, chez Philotanus. Et il est publié en 1740 ou 1741, mais sans indication de date, ce qui fait qu'on n'est pas entièrement précis sur ce point. Alors 1740 ou 1741,
c'est très important parce que on est à l'aube de l'offensive philosophique des Lumières françaises hétérodoxes. Pour le dire de manière un peu schématique, hein, c'est vraiment ce moment de charnière entre la pensée clandestine telle qu'elle pouvait circuler sous forme manuscrite depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle et les premières publications des penseurs matérialistes. Hein, pour mémoire, 1740, Diderot n'a encore rien publié d'important. Hein, donc on est... le premier volume de l'encyclopédie, c'est 1751, pour rappeler rapidement une chronologie générale. Et l'effet produit par ce texte est tel qu'on peut raisonnablement penser que tous ceux qui se sont intéressés à l'actualité des idées de leur temps ont lu ce texte. Hein, ça se voit par les commandes adressées aux libraires clandestins, ça se voit par le nombre des rééditions, ça se voit par le nombre des suites qu'a eu ce texte. Hein, donc 1740 ou 41, le portier des Chartreux, 1745, la tourière des Carmélites, servant de pendant au portier des Chartreux, un livre de Meunier de Kerlon. 1778, les Mémoires de Suzon, sœur de Dombougre, portier des Chartreux, écrit par elle-même, où l'on a joint la perle des plans économiques ou la chimère raisonnable, donc à Londres, 1778. Quelques années plus tard encore, Histoire de Marguerite, fille de Suzon, nièce de Dombougre, suivie de La Cauchoise, avec figure à Paris de l'imprimerie du Louvre, 1784. Et donc il y a une série comme ça, ça permet de repérer qu'un livre marche bien, c'est quand il a des suites. Et on voit aussi, alors ça c'est une des caractéristiques du roman libertin, les romans libertins aiment beaucoup se citer les uns les autres, et notamment dresser des listes de livres libertins. Et le portier des Chartreux est cité dans toutes ces bibliothèques imaginaires que les romans libertins aiment à constituer. Il est cité dans Thérèse Philosophe. Thérèse Philosophe est vraiment écrit, enfin c'est un peu une séquelle du portier des Chartreux d'une certaine façon. Il est cité au bout de la chaîne dans la Juliette de Sade. Il était déjà cité en 1747 dans La promenade du sceptique de Diderot, qui est un des textes que Diderot laisse, le premier texte de Diderot qu'il laisse d'ailleurs en manuscrit, mais il y a un passage où on va chez les libertins, dans l'allée des roses, et il y a une bibliothèque, et bien sûr on cite le portier des Chartreux, donc dès 1747. Bref, donc tout le monde a lu ce texte qui a été extrêmement diffusé, et qui est pourtant un texte qui est volontiers outrancier, de mauvais goût et de mauvais genre. Enfin, c'est un bon exemple, me semble-t-il, pour ce séminaire. Donc c'est un roman de formation hein, qui suit le trajet de Saturnin, le narrateur, depuis ses premières aventures sexuelles jusqu'au moment où il prend sa plume pour récapituler son existence. On est bien dans le cadre d'un roman mémoire, on est en plein dans la mode du roman mémoire. Hein. Le Cleveland de Prévost, c'est le premier volume, c'est 1731, hein, et c'est l'époque, enfin, c'est exactement contemporain de la Marianne, de Marivaux, etc. Bref. Plus il avance dans la récapitulation de son existence, plus le texte devient argumentatif. Hein, les dissertations suivent la progression intellectuelle du personnage. À mesure qu'il avance en âge, et à mesure qu'il retrace à un moment où il est mieux capable de réfléchir sur lui-même et d'entendre les réflexions d'autrui, on a des dissertations de plus en plus étendues. Et la deuxième partie est assez riche en développement philosophique. Mais la première partie a servi d'une certaine façon, si on prend les choses dans cet ordre, a servi à thématiser narrativement un certain nombre de débats sur la morale et sur la norme naturelle. Elle a servi à préparer les dissertations que le lecteur va pouvoir lire dans la seconde. Hein, parce que ce roman, comme le roman libertin en général, hein, met en scène, raconte et décrit un certain nombre d'expériences qui ne sont pas seulement des expériences sexuelles, hein, mais qui sont bien l'expérience de la confrontation entre des pratiques, des jouissances, des désirs et des normes morales qui les condamnent. Et c'est pour ça que la scène pornographique dans ces romans n'est pas seulement un divertissement proposé à la jouissance du lecteur, c'est un divertissement, mais elle fait partie intégrante d'un dispositif qui produit des effets de pensée. Hein, elle vient montrer comment dans les corps s'inscrit la contradiction entre les idées chrétiennes sur les mœurs et les exigences de la nature.
Et dans ces textes, qui sont pour la plupart des récits d'initiation, la question de la masturbation des jeunes gens, et en particulier des jeunes filles qui font l'objet d'une surveillance particulière dans la société du XVIIIe siècle, cette question de la masturbation prend un caractère topique, hein, on la retrouve d'un texte à l'autre de façon extrêmement répétitive, on trouve des dissertations qui sont parfois même à la limite du recopiage pur et simple. Pourquoi? Parce qu'on raconte à chaque fois que le personnage découvre cette pratique de façon spontanée, donc ça répond à une nécessité naturelle des corps, un besoin naturel qui a besoin, la nature a besoin d'être satisfaite chez la jeune personne, ça correspond à l'équilibre même de l'organisme. Et alors les dissertations que parfois empruntent à cette la médecine du XVIIIe siècle a gardé de l'Antiquité l'idée que la santé est un équilibre de fluides, et donc il faut évacuer les humeurs surabondantes. Hein, voilà. Et donc le corps, en particulier des jeunes gens, a besoin de certaines évacuations pour rester en bonne santé, y compris mentale. Et donc les jeunes gens font par eux-mêmes la découverte de cette nécessité. C'est la nature qui parle en eux. Et d'autre part, ces jeunes gens vont à chaque fois rencontrer des prêtres, des confesseurs, des directeurs spirituels qui vont condamner la masturbation comme un péché et qui vont donc montrer dans les faits la différence, le désaccord entre leur idée de la vertu et la nature humaine. Et donc tous ces textes vont donner lieu, ces expériences que les narrateurs racontent dans ces textes vont donner lieu à une vaste entreprise de déculpabilisation du sexuel en fondant la sexualité dans la nature, en montrant que la nature s'oppose aux normes religieuses, etc. Par exemple, puisque j'étais dans Don Bougre, Sœur Monique, qui raconte à un moment donné, Don Bougre laisse la parole à Sœur Monique, qui raconte ses expériences, et voici ce qu'elle dit. Je ne crois pas que Dieu puisse faire un grand crime à une pauvre fille de chercher à se soulager quand elle est pressée. Elle ne s'est pas faite elle-même. Est-ce sa faute si elle a des désirs, si elle est amoureuse? Est-ce sa faute si elle n'a pas un mari pour la contenter? Elle cherche à apaiser ses désirs qui la dévorent, ce feu qui la brûle. Elle se sert des moyens que la nature lui donne. Rien n'est moins criminel. Ce discours donc est tenu par Sœur Monique. Alors ça, c'est aussi un des aspects intéressants des romans libertins du XVIIIe siècle, c'est que ce sont des lieux où peut se tenir un discours féminin sur le désir. Dans un certain nombre de ces textes, les narratrices, ce sont des narratrices qui parlent, même si ce sont probablement des hommes qui écrivent. C'est intéressant de voir que dans le cadre de l'univers fictionnel, une femme s'autorise à affirmer la légitimité de son désir et des pratiques pour satisfaire son désir, sans avoir à attendre la bénédiction d'une autorité masculine. Bref, on a un certain nombre de discours comme ça, dont Saturnin découvre lui-même la sexualité, puis rencontre Monique qui raconte comment elle découvre la sexualité, et ainsi de suite. Il y a une multiplication d'expériences racontées ou par le narrateur ou par des narrateurs secondaires, qui viennent montrer à chaque fois à quel point la sexualité est naturelle au fond. Et Don Bougre rappelle régulièrement qu'il font les deux principes qui le dirigent, c'est la nature et l'expérience. C'est ce qu'il dit au début de la deuxième partie. Et donc, au début de la deuxième partie, Saturnin est devenu le père Saturnin, et il devient donc pleinement intégré aux membres de son ordre, et donc il est enfin prêt à écouter les révélations du père prieur, qui sont précédées d'un avertissement sur le secret nécessaire de ces vérités qu'on révèle au seul moine. Et donc le père prieur incite Saturnin à écouter avec attention le discours qui suit. Et le père prieur révèle à Saturnin l'existence d'un bordel dissimulé dans le couvent et réservé aux seuls moines, ce bordel qui s'appelle la piscine.
Et il justifie cette institution par la nécessité de concilier les exigences de la nature humaine, qui ne sont pas condamnables, et les exigences de la société, qui est victime des idées aberrantes de la superstition religieuse. Alors voici ce qu'il dit, le père prieur. Donc il s'adresse à Saturnin en lui révélant l'existence de ce lieu où on s'amuse chez les moines. « Je ne vous crois pas de ces esprits faibles que le mot de foutrie est farouche. Vous connaissez assez la nature pour savoir que l'action de foutre est aussi naturelle à l'homme que celle de boire et de manger. Nous sommes moines, mais on ne nous coupe ni le vis ni les couilles quand nous entrons dans le cloître. L'imbécilité de nos fondateurs et la cruauté des hommes ont voulu nous interdire une fonction aussi naturelle. Elles n'ont fait qu'irriter nos désirs. Comment donc apaiser ces flammes que la nature elle-même a allumées dans notre cœur? Fallait-il, pour exciter la compassion des fidèles, aller nous branler dans les rues et dans les carrefours? Fallait-il, pour nous conformer à leurs idées tyranniques, brûler continuellement d'un feu qui ne peut s'éteindre que par la mort? Non. Autant qu'il nous a été possible, nous avons tâché de garder un milieu entre l'austérité que la qualité de moine semble exiger de nous et les faiblesses de la nature. Ce milieu est de donner tout à celle-ci dans l'intérieur de nos cloîtres et le plus que nous pouvons à l'austérité dans l'extérieur. Pour cet effet, dans les couvents bien réglés, on a un certain nombre de femmes avec qui l'on trouve un soulagement contre la concupiscence que nous avons reçue d'Adam. On va dans leurs bras oublier les déboires de la pénitence. Vous me surprenez, lui dis-je, mon révérend père. Alors, il y a plusieurs éléments qu'on peut souligner dans ce texte. D'abord, la question du langage dans lequel doivent se dire les choses du corps. Cette question traverse toute la littérature française en particulier depuis la grande entreprise classique de polissage du langage, cette question de parcours, on la trouve chez Bayle, on la trouve à la fin du XVIIIe siècle chez Sade, en passant par Diderot, enfin bref. Et cette question du langage dans lequel dire le corps entraîne des choix fondamentaux d'écriture, selon qu'on choisit de nommer ou de gazer. Alors, l'auteur de Dombourg, lui, prend un malin plaisir, parmi toutes les transgressions qu'il accumule dans ce texte, l'auteur de Dombourg prend un malin plaisir à bousculer les conventions classiques en matière de langage littéraire. Le mauvais genre, ici, c'est bien la rupture avec l'euphémisme de la langue classique, c'est le choix du mot cru. Et ça, c'est la première transgression. Et puis, évidemment, ce discours... Je passe rapidement, mais comme vous l'avez entendu, il insiste sur les nécessités du corps, l'acte sexuel répond à une fonction naturelle, etc. Et sur la nécessité aussi d'un double discours, le discours qu'on tient à l'intérieur chez les initiés, le discours qu'on tient pour l'extérieur, qui est un héritage direct du libertinage du siècle précédent. Et sur ces raisons naturelles, Dombourg va déployer toute une anthropologie des passions, qui signale que le goût du plaisir est naturel à l'homme, qui légitime le plaisir. Mais, et ça c'est typique de cet ouvrage de mauvais goût, l'auteur de Dombourg a le sens du passage à la limite et le sens de la transgression, c'est ce qui fait partie de la réussite scandaleuse de ce texte, outre l'usage cru du vocabulaire, les descriptions explicites, c'est que à partir du moment où la nature est promue comme norme, le texte va nous inviter à réviser en profondeur les idées relatives à la morale sexuelle. Et donc, le texte légitime l'onanisme, le texte déculpabilise la relation sexuelle, en montrant à chaque fois qu'ils sont fondés dans la nécessité de satisfaire les besoins naturels, mais le texte joue aussi avec des interdits bien plus profonds dans les mentalités du XVIIIe siècle, que sont la sodomie, dont Bougre fait l'éloge, et surtout l'inceste. Je vous rappelle les mots du supplément au voyage de Bougainville de Diderot, bien des années plus tard. Auroux, c'est le Tahitien, qu'est-ce que tu veux dire avec tes mots fornication, inceste, adultère? Et l'aumônier du supplément au voyage de Bougainville répond des crimes énormes, pour l'un desquels on brûle dans mon pays. Ce sont des crimes pour lesquels on brûle. Et le texte va jouer avec l'idée d'inceste tout au long du roman. Dès le début, le premier spectacle auquel assiste Saturnin, qui est son initiation sexuelle, c'est l'accouplement d'une figure paternelle et d'une figure maternelle, le père Polycarpe et Toinette, qu'il prend pour sa mère.
Et d'ailleurs, c'est Toinette qui aura son pucelage. C'est ainsi, dit-il, que pour mon premier essai, je fis cocu monsieur mon père putatif, mais qu'importe. Et le texte invite à réfléchir à cette situation dans la première partie, mais sans développer à ce moment-là. Quelle foule de réflexions pour ces lecteurs dont le tempérament froid et glacé n'a jamais ressenti les fureurs de l'amour. Faites-les, messieurs, ces réflexions. Donnez carrière à votre morale. Je vous laisse le champ libre. Et ne veux vous dire qu'un mot. Bandez aussi fort que je bandais, vous foutriez qui? Le diable. Donc, ce qui va être développé, c'est la thèse de l'indifférence du désir à son objet, et qui va être mise en scène narrativement dans plusieurs péripéties romanesques, dans la première partie. En particulier, il y a tout un passage qui se passe la nuit, où il y a une série de quiproquos, où les uns se prennent pour les autres, bref, ce qui donne lieu à une morale qui tient à un modeste distique qui est « un con n'est jamais qu'un con, quand on bande, tout est bon ». Vous voyez que c'est un texte qui n'hésite pas dans le mauvais goût. Mais l'anecdote grivoise mène à une thèse fondamentale qui est que pour la nature, la catégorie des personnes qui entrent dans la relation sexuelle est parfaitement indifférente. D'où l'interrogation sur la limite, qui est l'idée d'inceste, qui est le cas limite. Et dans la deuxième partie, qui est la partie où on disserte le plus, Saturnin rencontre enfin sa vraie mère, qui fait partie des heureuses pensionnaires de la piscine des moines. Et Saturnin rencontre sa vraie mère, on lui présente quelqu'un comme sa mère, et celle-ci lui propose immédiatement de coucher avec elle, et elle s'emporte contre lui lorsqu'il recule devant cette action. Est-il possible que ce soit là mon fils? Ai-je pu mettre au monde un lâche tel que lui? Quoi, foutre sa mère lui fait peur. Alors, l'incident a pour fonction d'amener une discussion au cours de laquelle un des moines prend la parole, et alors ce moine n'est pas nommé, mais il est présenté comme un coquin, et il développe dans toutes ses conséquences l'effet de cette nouvelle norme naturelle sur les anciennes idées relatives à la morale sexuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je parlais de la circulation entre les idées qui circulent dans les manuscrits clandestins, la philosophie de mauvais goût et le roman de mauvais goût. Cette dissertation du moine, du coquin qui parle, est en partie empruntée à un texte qui circulait sous forme manuscrite, qu'on a identifié comme les Essais sur le plaisir d'Alexis Piron. Mais on n'est pas tout à fait sûr que ce soit un texte de Piron. Ce qu'on sait, c'est qu'il circule sous forme manuscrite, probablement à ce moment-là, mais on ne sait pas très bien de qui il est, enfin bref. Mais c'est l'exemple même du mauvais genre philosophique. Hein, le texte anonyme qui véhiculent des idées scandaleuses et qui sont appréciées dans la mesure où elles sont scandaleuses, même si elles sont développées de façon un peu rustique et rudimentaire. Et donc, l'auteur de Don Bougre recopie ce texte et le place dans la bouche de ce coquin de moine qui fait l'éloge de l'inceste. « Pauvre sot, me dit-il, tu es assez simple pour t'effrayer d'une action aussi indifférente. Parlons raisonnablement, dis-moi un peu, qu'est-ce que la fouterie? La conjonction d'un homme et d'une femme. Cette conjonction est ou naturelle ou défendue par la nature. Elle est naturelle, puisqu'il est vrai que les deux sexes ont dans le cœur un penchant invincible qui les porte, qui les entraîne l'un vers l'autre. Si ce penchant est dans le cœur de l'homme et de la femme indistinctement, l'intention de la nature était donc qu'on le satisfie indistinctement l'un avec l'autre. Et la preuve s'en tire du livre même dicté par le Saint-Esprit. Dieu dit à nos premiers parents, croissez et multipliez. Ils étaient seuls. Comment Dieu entendait-il que la multiplication se fit? Adam suffisait-il tout seul pour peupler la terre? Adam faisait des filles, il les foutait. Ève avait des fils, il faisait avec elles ce que leur père faisait avec leurs sœurs, ce qu'ils faisaient eux-mêmes quand l'occasion s'en présentait, etc. Il suit toute une série d'exemples bibliques, hein, vraiment on s'amuse avec la transgression. Hein. Noé, Lot et ses filles, tout ça pour montrer qu'au fond, Dieu veut la multiplication, hein, quels qu'en soient les acteurs, et au fond, ce sont les hommes qui ont inventé des fictions contre nature, qui ont inventé des interdits, qui ont créé des crimes qui n'existent pas pour la nature. Hein, je vous passe la suite de la dissertation parce que nous allons manquer de temps. Hein,
Et donc ces dissertations vont insister sur le fait que ce sont les hommes qui ont créé les interdits et les crimes avec eux et qui se sont par là même rendus malheureux. Il faudrait écouter la nature pour interpréter les volontés de Dieu et non pas lire les livres sacrés qui sont écrits par des hommes. Peut-on, sans se rendre criminel, écouter l'homme préférablement à Dieu? Non, non, et saint Paul, interprète sacré des volontés du ciel, et qui connaissait toute l'étendue des devoirs de la nature, a dit, plutôt que de brûler, foutez, mes enfants, foutez. Il est vrai que, pour ne pas choquer la faiblesse des petits génies, il met un correctif à sa pensée et se sert de l'expression « mariez-vous ». Mais au fond, c'est la même chose, on ne se marie que pour foutre. Ah, je t'en dirais bien davantage si je ne me sentais pressé de suivre le conseil de saint Paul. On rit de la saillie du père, c'est la conclusion de son long discours qui légitime l'inceste et la fouterie en général. Et ça se termine ainsi, on rit de la saillie du père, et déjà le ribot se levait, et le braquemar à la main menaçait tous les comtes de la salle. Alors, l'allusion à saint Paul est évidemment une provocation de plus, puisqu'il s'agit d'une allusion à un passage dans lequel saint Paul recommande le célibat pour ceux qui sont capables de la continence, et à défaut, mais seulement à défaut, évidemment, le mariage, car, dit saint Paul, il vaut mieux se marier que brûler. Donc il s'agit d'une déformation du texte, dont la mauvaise texte qui est sans doute connu de tous les lecteurs, et la mauvaise foi de la déformation vise à faire rire. Le personnage qui fait cette déformation est lui-même présenté comme un coquin au début de la tirade et comme un ribot à la fin de la tirade. Il n'est par ailleurs pas nommé. Donc, d'une certaine façon, cette dissertation est mise entre parenthèses dans sa portée par le fait qu'elle est placée dans la bouche d'un personnage de fiction qui n'est pas nommé autrement que de manière péjorative, qui tient un discours dont la visée est d'aller satisfaire immédiatement cette théorie de la fouterie sans distinction. Mais le fait que le rire et la mise en situation fictionnelle désamorcent ce que le propos pouvait avoir de grave et de sérieux dans la subversion, le rire, au fond, souligne la dimension de passage à la limite, si vous voulez. Mais ça n'empêche pas les thèmes soulevés d'avoir une vraie portée, d'obliger à une vraie réflexion sur les interdits, sur les fondements de l'interdit de l'inceste, etc. Et il me semble que ces dissertations, qui ont ce côté outrancier, comique, tout à fait délibéré, elles participent à une entreprise générale de subversion, et au même titre que les scènes sexuelles, elles visent à produire des effets réels sur le lecteur, à le déstabiliser, à rendre impossible la simple mise à distance esthétique, et d'une certaine façon à remettre en question les idées du lecteur. Juste quelques mots pour conclure. Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que ce texte date de 1740 et qu'il a été extrêmement diffusé. Et donc, quelles conséquences on peut tirer de là? Ce simple fait doit attirer notre attention sur le fait qu'il doit avoir sa place, ce texte, dans, au fond, l'histoire de la circulation des idées hétérodoxes des Lumières, notamment sur tout ce qui concerne la sécularisation de la pensée morale, la manière dont circule la remise en question des normes morales. Et il me semble qu'on n'a pas assez pensé la place du mauvais genre, et c'est en quoi je remercie Luce Paulier de cette stimulante invitation. On n'a pas assez pensé la place du mauvais genre dans la diffusion des idées des Lumières, précisément parce que le genre était supposé indigne de véhiculer des idées. Les historiens des idées des Lumières, on le comprend, ont été gênés pour faire une place à la littérature pornographique dans les histoires de la sécularisation, dans la manière dont les idées circulent, ont été gênés à la fois par le caractère pornographique du texte et par la simplicité de son argumentation, évidemment. Mais on pourrait souligner que c'est précisément cette simplicité
aussi la force de la liaison de l'argumentation avec la narration, qui va produire des effets et qui va faire toute l'efficacité dérangeante d'un dispositif comme celui de Don Bougre. Et de ce point de vue, l'outrance, le passage à la limite, est quelque chose qui a certainement contribué à l'effet Don Bougre et à son effet également sur la circulation des idées. Voilà. Oui, juste un mot pour dire que au fond, on pourrait le montrer sur d'autres exemples. L'illustration choisie en couverture pour l'affiche de ce séminaire m'a fait penser à une illustration assez semblable qu'on trouve dans les mémoires de Suzon, sœur de Don Bougre, donc quelques années plus tard, où le protagoniste est un petit chien et non plus une chèvre, mais et du coup, là aussi, ça invite, et du coup, il y a une dissertation sur le fait qu'on devrait élever les chiens à se rendre utiles de cette façon, etc. Bon, évidemment, c'est fait pour provoquer, mais en même temps, c'est fait pour interroger les normes morales, et ça fait partie ces dissertations font partie de l'effet attendu de ces textes. C'est pas, voilà, qui joue aussi sur une hétérogénéité des registres, narration, dissertation et passage de l'un à l'autre. Voilà, donc il faut militer pour une réévaluation des mauvais genres dans l'histoire des idées, et ce qui permettrait de s'interroger sur la manière dont le roman, et en particulier le roman libertin, a contribué à la sécularisation des normes morales. Merci. Je crois que je ne peux pas rêver de meilleure conclusion. Je vous propose qu'on passe tout de suite au 19e et puis qu'on échange après, comme ça. C'est trop long. Non, du tout, mais c'est complètement. Ah oui. Non, je l'ai remise. Ah oui, voilà la fameuse chèvre. Oui, alors vous allez vous tordre le cou sinon. Merci. Alors, c'est pas évident de faire une transition, disons, qui tienne la route. Bon, d'autant que je me sens pas du tout de faire une improvisation sur l'histoire littéraire, enfin l'évolution de ce roman entre disons, la fin des années 1770-80 et le moment où moi je commence à travailler sur ces corpus qui sont plutôt les années 1820-1830. On pourrait décrire quelque chose qui serait du côté, je dirais, d'une dépolitisation dans les premières décennies du XIXe siècle, une relative dépolitisation de ce type de littérature. Mais je ne vais pas du tout m'aventurer sur ce terrain. Simplement, peut-être pour faire une transition, ce qui est particulièrement intéressant dans cette image, puisque tu soulignais qu'elle existe, il y a quelque chose qui existait et qui était le support d'une réflexion sur les besoins de la nature, etc. Ici, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est-à-dire que ça n'est le support de rien, c'est-à-dire que l'image vaut pour elle-même. Elle vaut pour elle-même en référence à une lecture qui est la lecture d'un roman que tout le monde a lu au début des années 1830, donc qui sont Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, 1831, et qui suscite tout de suite donc une production d'images dérivées, en fait, comme celle-ci, mais qui sont des dérivations à la fois du texte de Hugo et disons, du dispositif d'illustration du roman qui existe. Là, je vous montre des images un peu plus tardives du roman, d'illustration du roman, où on voit donc, le même personnage avec sa chèvre, qui est évidemment un emblème de pureté dans le roman. Mais c'est-à-dire qu'on est dans un cas d'image relative et qui détourne quelque chose d'autre et qui n'est pas le support d'une réflexion sur
justement les besoins de la nature. Donc on est dans quelque chose qui est beaucoup plus médiatique, en fait, pour dire les choses rapidement. On est dans l'ordre, dans la circulation de l'image médiatique. Si bien d'ailleurs que si on voulait terminer sur ce petit cycle d'histoire de chèvres, je pense que non sans malice, l'illustrateur beaucoup plus tardif de cette grande édition de Victor Hugo, vous voyez, a couché la chèvre sur la cuisse d'Esmeralda. Alors, est-ce que c'est par, comme ça, parce que c'est comme ça qu'il a eu envie de le dessiner, est-ce que c'est par souvenir de cette image? À partir du moment où on a vu cette image qui date du début des années 1830, on rentre dans un domaine assez indécidable sur le type de circulation médiatique de ces images. En tout cas, pour faire une transition qui n'en est pas une, là, on va passer d'abord dans un monde qui est un monde, disons, de production érotique qui est dominé par l'image, beaucoup plus que par le texte. Donc on a des rééditions d'ailleurs de textes du XVIIIe siècle, mais la production de romans, pour le coup, érotiques, pornographiques, licencieux, la circulation est beaucoup moins importante. C'est-à-dire qu'il se joue autre chose ailleurs, aussi parce que le roman a pris un empire de réflexion qui est tout à fait différent. Enfin, il se joue autre chose ailleurs, mais surtout le principal lieu vraiment de réflexion et d'innovation sur l'érotisme, la licence, l'interdit, la transgression, ça devient l'image, pour une raison, à mon sens, qui est une raison économique, c'est-à-dire que les images deviennent peu chères à faire. Alors, tu disais, Cola, tout à l'heure que les illustrations des romans du XVIIIe siècle sont de très mauvaise qualité. Alors je repars de voir. Ce qu'on voit, alors, je suis partie donc d'une image célèbre des illustrations de la Juliette de Sade. Alors évidemment, la lumière rend l'image assez difficile à voir, à une image faite par un des grands graveurs, dessinateurs des années 1830, qui est un grand producteur d'images érotiques, qui est Achille de Veria, qui a ses lettres de noblesse en tant qu'illustrateur de littérature légale, mais qui a tout un deuxième rang de production de mauvais genre, qui est considérable. Il a fait, alors évidemment, c'est impossible de quantifier cette production, puisque, comme toute production licencieuse qui se respecte, elle est anonyme, elle circule, on la trouve sans nom. Alors, il y a des querelles d'attribution, on reconnaît le trait d'un tel. Bon, là, on est vraiment dans le goût de De Veria, on va dire. Alors, est-ce que c'est De Veria, est-ce que c'est pas De Veria? C'est tout à fait indécidable. En tout cas, je voudrais qu'on commence par réfléchir, disons, à ce que peut dire à un historien ou une historienne, en l'occurrence, des questions culturelles, ce type de confrontation d'images. Est-ce que ça dit quelque chose, par exemple, d'une évolution de culture sexuelle dont chacune de ces images serait la trace, la manifestation, du côté de la transgression évidemment, mais quand même chacune à sa manière. D'ailleurs, comment elles se tiendraient, ces deux images, par rapport à des normes? Question très difficile à décider, dans la mesure où la première image est beaucoup moins réaliste, d'une certaine manière, que la deuxième, qui est d'un grand réalisme. Elle est d'un grand réalisme parce que c'est une image de couple et parce que il y a tout, alors on ne voit pas bien, mais il y a tout un décor, il y a tout un travail qui serait à faire d'ailleurs sur le décor de ces images érotiques du 1er 19e siècle. Il y a tout un décor qui est un décor plein de détails réels, vous voyez, et qui, avec une grande attention, ce qui n'est pas du tout le cas dans les illustrations du 18e, je crois, une très grande attention aux tissus, aux effets de mode. C'est pas n'importe quel chapeau. On verra d'ailleurs sur certaines images, c'est pas n'importe quel pantalon. Les illustrateurs qui font ces images sont tous des dessinateurs de mode. Donc ils savent exactement situer le lieu social et le lieu chronologique de leur scène. Voilà. Donc je voulais qu'on parte un peu de ça, pour en tout cas pour moi, poser les questions que ce type de corpus me pose.
au fond, de quoi sont-elles la trace? De quoi sont-elles la trace et quel type d'histoire culturelle, si on peut dire, elles permettent de construire? Et qu'est-ce qu'elles nous disent aussi sur la littérature auquel elles sont d'une certaine manière accrochées, si on peut dire, puisque je parlais d'Esmeralda, mais vous allez voir qu'Esmeralda, la chef d'Esmeralda n'est pas l'unique cas d'images littéraires, en ce sens que ce sont des images qui ont à voir avec la production littéraire de l'époque et qui fonctionnent par dérivation. La dérivation étant un procédé érotique qui, lui, est tout à fait transtemporel, qui relève de la transgression, mais là, on a des cas d'images qui fonctionnent à la dérivation. Alors, avant d'entrer dans le corpus, je voudrais simplement vous expliquer pourquoi je m'intéresse à ces images, et plutôt comment j'y arrive, dans la mesure où là, on va arriver sur des corpus d'images et de textes qui, à la différence des romans libertins, qui ont quand même toujours été transmis d'une manière ou d'une autre, même sous le manteau, mais qui sont présents au XIXe siècle, dans les lectures, par exemple des romanciers ou des écrivains du XIXe siècle. Ils ont lu des rêves philosophes, ils ont lu, en tout cas ils en ont entendu parler. C'est la littérature qu'on appelle de second rayon, hein, qui est derrière les livres honnêtes des bibliothèques, on les met derrière. C'est toujours présent. Les corpus d'images dont je vais vous parler ont plutôt eu, eux, tendance à disparaître ou à n'être transmis que dans un secteur très particulier de la transmission, qui est le secteur de la collection. Mais toutes ces images, d'ailleurs comme tous ces romans, mais c'est pareil au XVIIIe siècle, relèvent de pratiques de collectionneurs. Et d'emblée, le prix élevé dont parlait tout à l'heure Colas Duflo, ça fait entrer tout ça dans des pratiques de collection. Et c'est la collection, en fait, beaucoup plus que le canon littéraire, par exemple, qui est le biais de transmission de ce type de corpus. Je pense que c'est vrai pour le XVIIIe comme pour le XIXe. Ce sont des passionnés de ce qu'on appelle de curiosa, de choses curieuses, c'est l'euphémisme pour parler d'érotica, qui transmettent ces images. Alors, comment j'y arrive? Je vais simplement rentrer pour vous expliquer le type de questions que je me pose. Je travaille en historienne sur des choses littéraires, si on peut dire, sur la dernière diabolique de Jules Barbet d'Aurevilly, qui est un romancier du XIXe siècle, La vengeance d'une femme, qui est un texte qui est écrit au début des années 1870, mais qui se déroule, l'histoire se déroule à la fin des années 1840, donc 25 ans plus tôt, qui est une période où l'auteur, Barbet d'Aurevilly, qui était né en 1808, avait donc une quarantaine d'années. C'était donc un homme dans la force de l'âge, comme on dit. Donc c'est une période, c'est un roman écrit par un monsieur plutôt âgé, qui revient sur le temps de sa jeunesse et sur le temps érotique, en fait, de sa jeunesse. Alors, dans ce roman, cette nouvelle est si vous ne l'avez pas lu ou si vous ne l'avez pas en tête, le personnage principal est un dandy, très balsacien d'ailleurs, très blasé aussi, qui va vivre une aventure érotique ravageuse en fait, avec une prostituée parisienne qui est en fait une duchesse espagnole. Je vous fais grâce des stéréotypes avec lesquels joue Barbet sur l'ardeur de la belle dame. Mais au cœur de cette aventure, il y a une scène particulièrement érotique, qui d'ailleurs a provoqué quelques problèmes à Barbet d'Aurevilly. Le livre a été retiré de la vente. Ce n'était pas la seule diabolique à être tout à fait provocante. C'est peut-être même une des plus sages, d'une certaine manière. Mais bon, l'ensemble du recueil, de toute façon, a été retiré de la vente avant d'être remis en circulation après la loi sur la presse de 1881 qui a fait baisser considérablement la censure sur ce type de texte à la fin du 19e. Donc au cœur de la nouvelle, il y a une scène érotique où la prostituée apparaît dans un déshabillé que le romancier qualifie de monstrueusement provoquant et vulgaire. Et alors, ce qui permet à Barbet cette incise, qui est une sorte de théorie du mauvais genre, elle avait combiné la transparence insidieuse des voiles et l'osé de la chair avec le génie et le mauvais goût d'un libertinage atroce, car, qui ne le sait, en matière de libertinage, le mauvais goût est une puissance. Voilà, donc une femme experte en provocation, et notre dandy, qui est un homme à fantasme. C'est-à-dire qu'il voit des images avant, il n'est pas le seul, mais il voit des images avant de voir la femme, la vraie femme qu'il va étreindre. Il a besoin des images.
Et donc, ce qui se passe dans la nouvelle, c'est qu'avant, disons, de passer à l'acte, toute une série d'images qui défilent, des tableaux à n'en plus finir, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle. Bon, donc c'est ça qui l'excite en fait. Et donc avant de passer à l'acte, il y a une avant-dernière image. La dernière est une courtisane de Véronèse. Et alors là, il n'en peut plus. Mais l'avant-dernière est un souvenir d'une statuette arrangée ainsi, donc un drapé, qu'il a vu sur le boulevard, à la vitrine d'un marchand de statuettes en bronze, et que Barbey qualifie de dangereux rêve obscène. Et mon intérêt est venu du fait que je me trouvais assez embarrassée par cette statuette. Disons par l'historicité de son obscénité, si je puis me permettre une formule un peu comme ça. L'historicité de son obscénité, dans la mesure où ça ne me disait rien. Je ne voyais absolument pas de quel type d'objet Barbey pouvait parler. Réel ou imaginaire, peu importe. Mais là, ça désigne quelque chose. Bon, donc du coup, je me suis mise à enquêter sur les statuettes en bronze, je vous en fais grâce également. Mais j'ai fini par comprendre que les fabricants de ces petites statuettes en bronze, qui sont des objets qu'on trouve dans tous les salons du XIXe siècle, des Vénus de Milo, déclinées dans toutes les tailles, bon, ces petites statuettes à l'antique, dont certains sculpteurs du XIXe siècle sont spécialistes et dont ils vivent, comme James Pradier par exemple, qui avaient un deuxième marché, en fait. Et que les fabricants de ces répliques de statuettes jouaient sur, disons, l'insistance des drapés, l'endroit où les drapés s'arrêtaient, pour produire un deuxième marché de statuettes, alors, qui probablement, enfin en tout cas parle peut-être de quelque chose qui est ce rêve obscène, qui pourtant, même si cette statuette était en vitrine, elle n'était certainement pas répréhensible, hein, on va dire, du point de vue du code pénal. Alors, c'est ainsi donc que je voudrais en venir à ce corpus de lithographie licencieuse de la même période, dans ses rapports avec la littérature et dans ses rapports avec la littérature. Alors, ce à quoi je voudrais essayer de réfléchir, c'est au fond ce que ces images licencieuses, comme celle-ci, nous disent, et ce qu'elles nous permettent de comprendre, non pas forcément de culture sexuelle auquel on n'aurait plus accès, mais aussi de la culture, disons, officielle à l'intérieur de laquelle elles opèrent. À partir du moment où on réfléchit sur le fait que ces images liées à des textes fonctionnent de manière très fréquente par détournement, de quoi? Qu'est-ce qu'elles détournent et qu'est-ce qu'elles nous font comprendre de ce qu'elles détournent? Donc c'est un peu la réflexion que je voudrais essayer de mener. Alors, pour comprendre, je voudrais juste faire deux incises avant d'entrer dans le corpus, si on peut dire. Il faut dire deux choses. D'abord, que ces images apparaissent à un moment où la lithographie permet une explosion généralisée de production d'images qui décrivent le monde comme il est, en tout cas le monde tel qu'il est, qu'on appelle tableau de mœurs, esquisse de mœurs, ou autre type de choses, mais que Walter Benjamin, qui a beaucoup travaillé avec ces images pour le livre des passages, appelle de la littérature panoramique, puisque ce sont des ensembles de textes et d'images qui prétendent présenter des panoramas de la société, de cette société bourgeoise des années 1830 et 1840. Il y en a absolument de toutes sortes, des sérieux, des tableaux de Paris, des tableaux de France, des tableaux de mœurs, de toutes sortes de choses, des sérieux, des pas sérieux, des Français peints par eux-mêmes, des Anglais peints par eux-mêmes, des animaux peints par eux-mêmes, des satiriques, des politiques, des érotiques, on va le voir, mais on est dans un cadre d'explosion d'une littérature illustrée qui prétend rendre compte de la diversité du monde social contemporain. Balzac, que vous connaissez
Tous a été un des grands collaborateurs, contributeurs de ce type de littérature, à la fois en collaborant à des volumes de tableaux de mœurs illustrés qui sont très souvent collectifs, des textes sur l'épicier ou le rentier, ou des choses comme ça, et puis lui-même en intégrant à l'intérieur de sa production romanesque ces types sociaux qu'il avait travaillés dans le cadre de ces grands panoramas sociaux. Alors, c'est important parce que ce panoramisme social est le lieu à l'intérieur duquel se développe une production érotique. De même manière qu'à l'intérieur de la philosophie, d'une certaine philosophie, il y a quelque chose qui travaille du côté du roman libertin. Là, il me semble qu'à l'intérieur de cette obsession d'auto-analyse sociologique, qui est vraiment le propre de ces décennies 1830-1840, une obsession d'auto-analyse sociologique, si bien d'ailleurs qu'on a pu désigner cette période comme la période de la pré-sociologie, avec ce type de texte, on a un érotisme qui travaille le social à partir de ces images. Alors, ça c'est la première remarque que je voulais faire avant de montrer le corpus. La deuxième remarque, c'est que ces images relèvent, je l'ai dit, très souvent d'un savoir spécialisé, et elles entrent rarement sur le territoire des historiens et d'ailleurs des littéraires qui ne s'y intéressent pas plus. Bon, alors, la seule personne qui s'y est vraiment intéressée sérieusement, parce qu'il faut bien être sérieux pour ce genre de questions, c'est Alain Corbin, l'historien Alain Corbin, qui, dans son livre qui s'appelle L'harmonie des plaisirs, qui d'ailleurs porte aussi en partie sur la fin du XVIIIe, a consacré à ce type de production culturelle de très nombreuses pages, en insistant sur ce qu'il appelle la tranquillité dans l'obscène. Alors, ça relève de ce type d'image, c'est-à-dire le caractère quasiment conjugalisé de la débauche. Sinon, par rapport à ce qu'on voit là, c'est assez sur le fait qu'il s'agit d'une sorte de débauche bourgeoise et que pour lui, donc dans une sorte d'interprétation indiciaire, de quoi ces gravures sont-elles l'indice, ce serait pour lui l'indice d'une sorte de conjugalisation de l'adultère, c'est-à-dire devient respectable. Alors, la lecture que je voudrais proposer est tout à fait autre et part d'une autre contextualisation. Je voudrais donc regarder comment ces images fonctionnent à partir de détournements d'autres images existantes, et donc de ce à l'intérieur de quoi elles travaillent. Hein. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas forcément très loin de ce que vient de proposer Colas. Ce à l'intérieur de quoi elles travaillent, et ce que ça permet de comprendre de ce qu'elles travaillent. Alors, le corpus que je voudrais vous montrer s'appelle, donc est une série d'images, pour commencer, qui se trouve donc dans une collection qui ne s'appelle plus l'enfer de la Bibliothèque nationale, mais de la réserve, et qui est relativement bien conservée, mais comme elles n'ont pas été publiées intégralement par la Bibliothèque nationale, donc je vous les montre, mais ce sont des captures. Voilà. Alors, c'est un corpus qu'on appelle que les collectionneurs de Curiosa appellent de portes et fenêtres, qui ont rarement été travaillées et qui sont des images qui ont pour particularité d'être des images à manipuler, puisque concrètement les portes ou les fenêtres sont des papillons de papier que l'on peut soulever pour voir ce qui se passe derrière. Donc on est à l'intérieur même de l'image dans un dispositif de détournement, de dérivation, de dévoilement matériellement constitué. Alors la surface, vous voulez, est une surface de ce type, c'est-à-dire de description sociale. Une patronne probablement, ou quelqu'un qui est une dame de magasin qui est montée dans les combles pour aller chercher ces demoiselles de magasin parce qu'il est l'heure. Bon. Alors vous avez une sorte d'épure du détail social avec ce balai qui est là, et la précision du côté quand même social de la décor, c'est-à-dire les tomates, vous voyez, typiques des derniers étages parisiens,
La peinture à double, voilà, qu'on trouve encore dans beaucoup d'étages d'immeubles parisiens, la simplicité de l'encart de la porte, la précision dans l'image, dans les vêtements, hein, le bonnet, etc. Et le papillon, donc, que vous voyez un peu se soulever. Et voilà ce qu'on voit derrière. Hop, les deux demoiselles qui donc sont aussi en train d'expérimenter les besoins de la nature, si on peut dire. Mais voilà, elles disent, Madame, nous prenons un remède. Alors voilà. Donc, il y a un jeu, je crois, avec cette littérature du XVIIIe qu'il faudrait sans doute travailler. Mais de nouveau, grande précision du décor dans sa simplicité, les chaises en paille, les robes, l'exiguïté des lieux aussi, et ces demoiselles déshabillées, mais en même temps très habillées. Voilà. Alors, cette série, qui paraît donc au milieu des années 1830, à laquelle probablement collabore toute une série de gens, est dénommée Portes et Fenêtres. Et je cite le catalogue, disons, un des catalogues d'Erotica qui fait référence pour décrire ce genre de choses. Il s'appelle Portes et Fenêtres, de ce que pour avoir la réponse ou contrepartie de la légende inscrite sous le sujet en vue, il faut soulever une pièce formant papillon, généralement une porte ou une fenêtre, qui laisse apparaître une scène aussi obscène qu'elle est plaisante. Donc la première image est une scène anodine d'intérieur ou d'extérieur, une salle d'attente, un salon, une antichambre, la rue, la salle à manger. Alors dans ce cas-là, le papillon, c'est la nappe qui se soulève. Une scène, donc un morceau de vie quotidienne. Et la vie quotidienne bascule lorsqu'on soulève le papillon, on ouvre la porte ou la fenêtre. Derrière les portes, on va trouver l'actrice avec son... Alors là, je les ai mises en vis-à-vis. L'actrice avec son amant. Alors... dans la veine anticléricale, le confesseur avec sa confessée, le ministre avec la pétitionnaire, la femme de soldat avec un autre soldat, et ici une scène d'extérieur où un jeune homme bien mis se trouve que la place est prise, ou d'autres scènes d'extérieur comme celle-ci, plus populaire, dans une chaise à porteur. Alors, j'insiste sur le caractère, le vérisme, si on peut dire, de la description sociale. Encadrement des portes, toujours, là on a ce côté d'inscription pornographique, parce que c'est une prostituée pour soldats, donc il y a des inscriptions pornographiques. Si on pouvait agrandir, vous verriez que tous les messieurs qui sont passés par là ont laissé sur la porte. Bon, là, on a un autre type d'intérieur, d'administration, probablement, mais il y a le parapluie qui tient à la place du balai, bon, qui est aussi phallique, évidemment, mais voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui sont... C'est intéressant, parce que la dérivation est à l'intérieur d'un paysage social, si on peut dire, qui est ce qui est travaillé par le roman de cette période-là. C'est-à-dire la description des intérieurs que vous connaissez au moins par Balzac. Alors... du coup, la dimension effectivement polissée relativement, le fait qu'il n'y ait pas d'extase, ce qui intéressait Corbin, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'extase, qu'il n'y ait pas de pamoison, qu'il n'y ait pas de folie, tout ça est assez statique. Ces gens sont très habillés, il y a quelque chose effectivement de très tranquille. C'est pas tellement ça qui m'intéresse ici, dans la mesure où je pense pas non plus que ces images nous disent quoi que ce soit du type de culture sexuelle dans lequel elles s'inscrivent. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'une part, je pense que le fait qu'elles soient totalement désuètes à nos yeux, c'est-à-dire qu'elles sont de mauvais goût, à coup sûr, mais c'est un mauvais goût qui est froid. Ça ne nous fait rien du tout. Elles sont un peu ridicules, même. Elles prêtent à sourire. Ce qui n'est pas le cas des gravures du XVIIIe siècle, où il y a encore quelque chose de transgressif, par la violence, par l'outrance, etc. Le fait qu'elle fasse rien, qu'elle soit datée, je pense, permet aussi de réfléchir à ce à quoi elle travaille, précisément parce qu'il n'y a pas de projection possible sur ces images. Elles appartiennent au passé, et à un passé qui, érotiquement en tout cas, nous semble très lointain. Autant les tomettes, on peut aller les trouver dans le 6e étage de n'importe quel immeuble
d'avant l'osmanisation, et il y en a beaucoup à Paris, autant ce type de dispositifs sont assez froids. Et il me semble que c'est intéressant de travailler avec cette question du chaud et du froid pour réfléchir à ce qu'elles font. Donc je voudrais écarter, si vous voulez, l'interprétation en termes de culture sexuelle ou de sous-culture sexuelle, dans la mesure aussi où ce type de réflexion reproduit les mises en série à l'intérieur desquelles ces images ont toujours été prises, qui les cantonne à un lieu particulier d'existence. Les saisies policières chez les libraires imprimeurs les cantonne à l'intérieur d'un monde du clandestin, de la même manière que les collections les cantonnent à l'intérieur d'objets de collection. Je voudrais un peu les faire sortir de ces ghettos, si on peut dire, à l'intérieur desquels elles sont, pour réfléchir à elles autrement. Alors, pour réfléchir autrement, je voudrais utiliser une clé, si on peut dire, puisqu'on est dans les portes et les fenêtres, c'est un peu facile, qui est une clé juridique. La première, qui est une clé juridique, et qui va peut-être déplacer un tout petit peu ce dont il est question ici. Alors, la clé juridique, elle vient d'une homologie que je voudrais souligner entre ces séries d'images et la question de l'outrage à la pudeur, tel qu'il est défini précisément dans ces années 1819-1820 et tel qu'il est pratiqué tout au long du XIXe siècle avec une très très grande insistance jurisprudentielle. Alors, l'outrage à la pudeur est défini par le Code pénal napoléonien par l'article 330 qui donc proscrit toute scène sexuelle de l'espace public. Après tout, on est toujours d'ailleurs dans une forme de continuité avec ça. La question est où commence l'espace public et où s'arrête l'espace privé. Et toute une partie des conflits juridiques liés à l'outrage à la pudeur au XIXe siècle, c'est Marcella Yacoub dans son livre Par le trou de la serrure qui a beaucoup travaillé là-dessus et sur laquelle je m'appuie. Une grande partie des conflits porte sur justement cette surface incertaine entre l'espace public et l'espace privé. Et cette surface, c'est la porte, c'est la fenêtre, c'est le rideau. Marcella Yacoub insiste sur le fait que dans la pratique judiciaire du XIXe siècle, l'espace public, donc d'où la sexualité est proscrite, a eu tendance à s'étendre à tous les lieux où un œil virtuel aurait pu voir une scène sexuelle. C'est-à-dire restreignant donc l'espace privé, où il peut se passer des choses, à la chambre la plus close possible, c'est-à-dire la chambre close du bordel ou la chambre de la sexualité conjugale. Alors, la sexualité conjugale, par exemple, qui est tenue pour intrinsèquement morale, devient délictueuse si elle est visible en public. Et pour ça, il suffit qu'une fenêtre soit ouverte. Et non pas que quelqu'un la voie, mais que quelqu'un puisse la voir, ou qu'un rideau soit mal fermé. Et donc, il y a une quantité d'arrêts de jurisprudence qui réfléchissent sur ce type de problème et qui insistent sur la nécessité de prendre, je cite là, un arrêt de la Cour de cassation de 1858, des précautions contre la publicité. C'est-à-dire fermez bien vos rideaux. Car l'œil du public, du point de vue du droit, peut pénétrer les espaces privés tout le temps, à toute occasion. Voilà. Du coup, alors je vous montre simplement je donne simplement un petit exemple, si j'appuie, non c'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà. C'est peut-être assez gros. Voilà, donc une définition de l'article. Donc c'est une glose sur l'outrage public à la pudeur. Une condition nécessaire pour que le délit publié par notre article existe, c'est que l'outrage soit public. Donc voilà. Simplement, ensuite, il y a toute une discussion, disons, doctrinale sur ce qu'on appelle public. L'outrage peut-il être déclaré public et puni comme tel, quoi qu'il ait été commis dans un lieu non public, s'il a été vu de plusieurs personnes? Et alors à partir de là, il y a toute une série d'affaires où quelqu'un a mal fermé sa fenêtre, ou
Il se trouvait qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement et la porte n'était pas très bien fermée. Et alors là, on peut tomber sous le coup, même à l'intérieur d'un appartement. Si la porte n'est pas bien fermée et que quelqu'un passe qui n'est pas là, bon, il peut voilà, lancer une question d'outrage public à la pudeur, et il y a toutes sortes d'affaires. Alors, il me semble, disons que, pour revenir aux portes et fenêtres, que l'article 330 constitue les frontières entre l'espace public et l'espace privé en zone sensible, si on peut dire, et donc érogène, excitable, et en particulier les fenêtres closes, les portes closes et les rideaux plus ou moins bien fermés. L'obscénité concerne donc bien autant la nature des actes que la possibilité de leur exhibition et de leur dévoilement. Il me semble que cet article 330 donne une clé du plaisir à manipuler ce type de papillons de papier, qui sont d'une certaine manière une manière de jouer avec la loi. Hein, c'est une forme de transgression, mais matérielle, pratique. Voilà. On s'amuse à jouer entre le public et le privé. Et à partir de là, j'avance un peu dans l'idée de qu'est-ce que travaillent ces images? Qu'est-ce qu'elles travaillent? Voilà. Là, elle travaille un interdit, mais elle travaille matériellement un interdit. Et non pas théoriquement, si on peut dire, ou philosophiquement. Elle le travaille dans le dispositif. Alors, il y a quelque chose à faire avec les expériences dont tu parlais tout à l'heure, mais là, on est dans une expérimentation sensorielle, matérielle, d'un interdit juridique. Alors, l'autre manière de réfléchir à ces images, c'est de les mettre en relation avec la littérature dont elles sont à la fois le commentaire et la dérivation. Alors, je reprends les images que j'ai montrées tout à l'heure, mais je voudrais les décrire non plus comme une série d'images isolées, mais comme un ensemble. Si on prend l'album dont je vous ai montré certaines images, et qui s'appelle donc « Album de portes et fenêtres », on a toute une série de scènes qui, mises les unes à côté des autres, constituent une sorte de panorama du monde social. Ça donne ça, une loge de théâtre, le palais de l'archevêché, un confessionnel, le cabinet du ministre, le cabinet de consultation d'un médecin, une étude de notaire, un bal, un appartement bourgeois. Alors, vous voyez, il y en a beaucoup, hein, comme ça, je ne vais pas toutes les regarder, mais on a bien affaire à un panorama érotique du monde social. Alors, disons que le principe est un principe de croisement où les spécialités érotiques traditionnelles, qui énumèrent les situations scabreuses et les positions, un homme, deux femmes, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, deux ou trois hommes, un groupe plus nombreux, et puis les positions, la femme sur l'homme, la femme par derrière, la femme assise sur les genoux, renversée sur une table, l'inceste également. Tout ça se décline à l'intérieur d'une grammaire sociale qui est la grammaire de la littérature panoramique, et donc dans un principe d'association entre eux, ou de croisement, si on peut dire, entre panorama érotique et panorama social. Donc tout le social est en fait passé en vue, en revue, sous l'angle érotique. Ce qui fait que cette production licencieuse semble chuchoter derrière les images et les formes littéraires en vogue comme une sorte de mauvaise pensée. Et du coup, me semble-t-il, ça n'est plus tout à fait un genre à part. Ça parle aussi, je crois, de la dimension de mauvais genre qu'il y a dans les images qu'elle détourne. Alors, je voudrais simplement m'en expliquer en revenant à ces questions de dérivation. L'image érotique, telle qu'on la voit ici, est d'abord une pratique, je tiens à la matérialité des choses, hein, une pratique d'atelier. C'est une pratique systématique et lucrative de détournement des images officielles. C'est-à-dire que les fabricants de lithographie se font de l'argent en faisant comme les fabricants de statuettes de bronze dont je parlais tout à l'heure, en redoublant leur production
disons, pour tout le monde, d'une production pour collectionneurs ou pour amateurs qui se vend beaucoup plus cher et qui est extrêmement recherchée. Alors, De Veria, Achille de Veria en a fait sa fortune, et d'une certaine manière, c'est un peu grâce à lui qu'on a tout ça, parce que De Veria, après 1848, a été nommé conservateur du département des estampes de la Bibliothèque nationale, et il a eu, de cette manière, il y a fait entrer sa propre collection. Donc on a, grâce à lui, une partie de cette production, soit la sienne, soit celle qui est entrée dans la réserve de la Bibliothèque nationale, qui est abondée par les saisies policières, qui sont elles-mêmes, qui sont en partie versées dans les fonds de la Bibliothèque nationale au XIXe siècle, mais qui sont aussi entrées par là. Donc c'est une pratique d'atelier. Le détournement est une pratique d'atelier. Si bien d'ailleurs qu'on connaît chez les collectionneurs certaines séries, qui sont des séries uniques, où c'est un amateur qui s'est amusé à découper à l'intérieur d'images tout à fait, disons, respectables, des petits papillons et coller derrière des dessins faits par lui ou par un autre dessinateur, fabriquant ainsi des espèces d'albums ad hoc pour son propre plaisir et évidemment pour le plaisir des collectionneurs qui consiste toujours à avoir l'unique exemplaire de la série machin qui a été détourné par tel dessinateur, etc. Alors, donc on connaît comme ça des séries uniques. Mais ce sont donc des affaires, des pratiques de détournement, mais ce sont des images qui manipulent et qui détournent ce que j'appelle l'imagier panoramique. Alors, j'en donne un exemple. On a, dans les années 1830, toutes sortes d'images de séries qui s'appellent Les Amants célèbres ou Les Amours des rois de France, qui sont des choses tout à fait officielles, bien pensantes, et où la lithographie populaire, si vous voulez, vient continuer ce qui s'est fait dans la Bibliothèque bleue ou dans les images d'Épinal, enfin des deux types d'imagerie populaire du XVIIIe siècle, mais pas seulement à Épinal. Et puis, on a un détournement. Ou alors, dans des séries tout à fait du même genre, des descriptions des environs de Paris. Littérature très fréquente au XVIIIe, mais également très fréquente au XIXe siècle, qui est la littérature de guide, qui se développe à la faveur de la lithographie en devenant une littérature très richement illustrée, et détournement, la promenade aux environs de Paris, etc. De ce fait, on entre donc, on peut mettre en relation, disons, ces séries érotiques avec l'imagier ordinaire qu'on peut dire qu'elle détourne, qu'elle polissonne, et en particulier toutes les séries de tableaux de mœurs, de physiologie sociale, d'esquisses de mœurs. Alors, et j'en viens à le dernier cran de ma réflexion. Ces années 1830-1840 sont dominées, je l'ai dit, par toute une production d'esquisses de mœurs. Certaines sont restées célèbres, en particulier cette série du Diable à Paris, qui est publiée par l'éditeur Hetzel en 1844-45, dont en fait certaines images, comme celle-ci, sont passées à la postérité. Je pense que vous l'avez peut-être vue, déjà, cette image-là, qui est une image donc, qui est la coupe d'une maison parisienne pour le 1er janvier 1845, qu'on trouve dans quantité de livres d'histoire, du secondaire, en couverture d'une édition de poche de la vie mode d'emploi, dans les années 60. C'est une image extrêmement célèbre et qui appartient donc à cet ensemble magnifique, hein, qu'on peut lire sur Gallica, qui a été d'ailleurs réimprimé, du Diable à Paris, et qui est une série de textes et d'images qui décrivent la vie parisienne du point de vue d'un diable qui serait arrivé et qui donc, ayant des pouvoirs de diablotin, verrait partout, pourrait soulever le toit des maisons, comme le diable boiteux, et qui aurait donc le pouvoir de savoir ce qui se passe derrière les façades. Alors oui, on en vient tout de suite à quelque chose qui n'est pas érotique, mais dont la littérature, la dérivation érotique, fait ressortir la dimension érotique, déjà. Le Diable à Paris, qui est une magnifique série dans laquelle il y a des dessins de Gavarni qui sont devenus très célèbres, et des dessins de Bertal comme cette coupe d'une maison parisienne, alors que vous ne voyez pas très bien, mais on peut la regarder quand même.
ce type la dérivation qu'on en voit dans les portes, c'est un immense portes et fenêtres, celui-là, ce dessin-là. On a enlevé la façade, ni porte ni fenêtre. Simplement, c'est très correct ce qui se passe. Simplement, si vous pensez que parallèlement à cette production, il y a une production qui double celle-ci et qui ne cesse de perturber un peu ce qui se passe dans les intérieurs, alors on regarde différemment le type de plaisir que le public du XIXe siècle pouvait trouver à ce type d'image. C'est-à-dire que la dimension érotique du dévoilement social saute aux yeux. Il suffirait de mettre un petit peu de fantaisie dans ces intérieurs. Au premier étage, M. Bague, alors vous le voyez, il s'étire là, il s'ennuie terriblement. Il suffirait de venir, je ne sais pas, le confesseur de Madame. Dans la famille de deuxième étage, je ne vais pas dire de choses trop scabreuses, mais évidemment, sous les toits, d'ailleurs où il pleut, on pourrait aussi imaginer d'autres scènes. Mais comme ce sont les mêmes dessinateurs qui dérivent, et que le principe du dévoilement de ce qui se passe dans les intérieurs est au principe même de cette littérature qui, elle, est tout à fait autorisée, il me semble que ce type de dérivation dit quelque chose de ce que c'est que l'herméneutique sociale du XIXe siècle, dont Balzac est passé maître, on va dire. Il me semble du coup, et c'est mon dernier point, qu'il y a quelque chose comme une heuristique de l'image licencieuse qui permet de comprendre différemment ce qui est en jeu dans la pratique littéraire illustrée du dévoilement du social, qui est monnaie courante dans les œuvres textuelles et iconographiques des années 1830 et 1840. Puisque toutes ces esquisses et tableaux de mœurs, et pensez au titre de certains des romans de la comédie humaine, l'envers de l'histoire contemporaine par exemple, fonctionnent dans une logique de mise au jour des dessous, des envers de la vie parisienne, de la vie privée, de l'histoire contemporaine. Le Diable à Paris, Les Français peints par eux-mêmes, la comédie humaine, tout fonctionne sur le mode d'une description exhaustive et d'un dévoilement vertical de ce qui est derrière les apparences, derrière les portes, derrière les fenêtres, sous les façades, l'envers de l'histoire contemporaine. Alors, du coup, cette thématique, on va dire, de l'envers de l'histoire contemporaine me semble prendre une autre dimension, dans la mesure où ces images, disons, nous font voir quelque chose auquel nous ne sommes peut-être pas sensibles quand on arrive dans ces œuvres, je pense à Balzac, par la voie du canon, qui est leur dimension dérangeante, transgressive, érotique et jubilatoire aussi, qu'on ne ressent pas forcément à la lecture. Voilà. Et c'est ce qui me semble être la vertu, on va dire, historienne et herméneutique du mauvais goût, ou de l'impudeur en l'occurrence, qui est d'accéder à un type de travail des œuvres, ou de fonction d'usage des œuvres, auquel on n'a pas accès quand on y arrive par la voie du canon, du patrimoine, de la littérature lue et relue, et trop connue, trop fréquentée, pour qu'on en perçoive ce qu'elle a pu avoir, disons, à la fois de transgressif et de jubilatoire. Pour laisser un petit temps de discussion. Oui, c'est formidable. Voilà, j'ai été très vite. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je crois que je ne pouvais pas rêver de meilleure double conclusion au séminaire tout entier. Donc, je crois que ça montre une fois de plus à quel point le mauvais goût et le mauvais genre a un caractère fertile. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on a un petit peu de temps pour échanger? Je crois que ça a été très intéressant de mettre en regard 18e et 19e. Finalement, il y a des différences qui étaient très profondes, mais qui témoignent aussi de véritables liens. C'était passionnant d'avoir les deux regards. Est-ce que
vous avez des questions. Oui. Je me demandais si l'érotisme, mais peut-être moins au XVIIIe siècle qu'au XIXe siècle, n'était pas parfois utilisé comme une sorte de label, de goupillon peut-être pour consacrer des moments de la vie quotidienne ou des manières de vivre dans la cité par exemple. Et je pensais qu'il y a par exemple chez Zola dans l'Assommoir, il y a une scène dans laquelle Gervaise est en train de se débarbouiller et puis le forgeron qu'elle aime arrive, rentre, parce que les portes sont souvent ouvertes, la clé est sur la porte, ça c'est un classique du 19e siècle, et il la trouve là, mais on ne pourrait pas vraiment entrer dans une scène érotique, et de toute façon Zola coupe court tout de suite à l'érotisation potentielle, parce que de toute façon on est chez des ouvriers, donc ça tombe à plat tout de suite. Alors que dans beaucoup des scènes que vous nous avez montrées, il y a, à commencer par la première avec le mobilier empire et tout ça, il y a quand même, c'est pas une espèce de cachet qui est donné sur cette vie bourgeoise. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une lecture complètement socio. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est que le lieu de l'érotisme, ce serait la bourgeoisie. Ça, c'est souvent, la question. Oui, ça, et puis peut-être une vie telle qu'elle mérite d'être vécue. Je ne suis pas absolument sûre parce que, bon, d'abord, là j'ai montré des scènes bourgeoises, si on peut dire, mais je vais vous en montrer une qui est mieux tout de suite. L'amour dans la mansarde. Voilà, ça c'est une dérivation des mystères de Paris, une dérivation érotique des mystères de Paris, avec un vérisme du côté du populaire. Les carreaux cassés, les deux personnages populaires du mystère de Paris, Fleur de Marie et le Chourineur, qui ne sont pas censés faire ça dans le roman. Je ne sais pas, c'est une hypothèse intéressante, mais il faudrait Une admiration, alors une sorte d'admiration, pas comme on ferait aujourd'hui pour les mèmes ou on fait pour les footballeurs ou les acteurs. Le côté people. People, mais un peu quelque chose de fan, une création qui provient d'une admiration tellement forte qu'elle incite le graveur ou le dessinateur ou le type qui bidouille sur Photoshop à passer du temps pour célébrer soit son personnage fétiche comme ceux des mystères de Paris, soit une scène un peu cocasse de la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'érotisme s'accrocherait sur les lieux où la vie vaut d'être vécue. Il faudrait, comme ça, je suis pas à même de. Ce type d'image, de toute façon, s'accroche sur ce qui marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérivation érotique des fours, par définition. Donc, quand quelque chose marche, c'est typique pour Notre-Dame de Paris. Quand quelque chose marche, il y a une dérivation érotique. Mais parce qu'on est dans le monde aussi, le début du monde généralisé du produit dérivé. C'est-à-dire que quand une œuvre littéraire fonctionne au XIXe siècle, on a tout de suite des produits dérivés. Alors, je vous en montrer un typique parce que ça rentre dans le même. Les assiettes, les statuettes, il y a des jeux de cartes. C'est vrai pour Notre-Dame de Paris, c'est vrai pour les mystères de Paris. Les grands succès littéraires produisent déjà de la dérivation médiatique. Et le sous-produit érotique fait partie, disons, de cet univers de la dérivation du produit médiatique à forte valeur marchande.
Alors c'est un peu trivial comme réponse, je reconnais. La question ensuite, c'est de savoir ce que font différentiellement ce type de dérivation à la chose qu'elle dérive. C'est pas la même chose de faire une assiette pour manger dedans ou pour la mettre sur son mur et de s'acheter des petites images excitantes aux fleurs de Marie se fait prendre par le chourineur, ce qui est absurde. Voilà. Mais voilà, et c'est ça qui est très difficile à contextualiser. C'est pour ça que je pose des questions, mais je n'ai pas forcément de réponse. En fait, c'est intéressant parce qu'on est déjà presque dans la logique qui est celle aujourd'hui du fandom, en fait, et où on est dans cette logique du produit dérivé où on peut s'acheter une trousse Harry Potter et en même temps, à côté, écrire une fanfiction en imaginant des relations sexuelles entre des personnages qui, dans le roman, sont à des kilomètres. C'est déjà la même logique. C'est vrai que je trouve intéressant le parallèle avec la figure du fan. Sauf que je tiens, c'est-à-dire qu'elles ne font pas n'importe quoi à ce qu'elles dérivent, ces images érotiques. Oui. C'est-à-dire, elles touchent, si on peut dire, des lieux sensibles de la fiction. Parce que si on reprend Esmeralda et la chef, Esmeralda est une image de pureté, etc. Dans Notre-Dame de Paris, il y a un sous-texte érotique, de toute façon, qui est là. Et il arrive que les images de Veria, il y en a d'autres, simplement littéralisent ce qui est sous-entendu. Donc elles montrent ce que le roman ne peut pas dire, parce que sinon il tomberait sous le coup d'interdiction. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que ça touche à une dimension érotisée. Par exemple, cette image, si on est un peu familier des mystères de Paris, le problème n'est pas seulement qu'on fait coucher ensemble des personnages qu'on aime bien. Le problème, c'est que Fleur de Marie, c'est la prostituée qui ne couche jamais avec personne. Donc, puisqu'elle elle est pure, quoique tout à fait prostituée. Donc, il y a évidemment un passage à la limite qui consiste à la montrer en train de faire quelque chose. Et en plus, avec un personnage un peu dégoûtant, qui est le chourineur. Mais dans les images de la même série, qui sont extrêmement intéressantes de ce point de vue-là, là, c'est Rodolphe, le prince, avec une femme avec laquelle il a eu une relation sexuelle, réellement, dans, disons, l'avant-texte du roman, mais on voit la relation sexuelle. Et en même temps, il y a un très grand... Alors c'est ça qui m'intéressait là, c'est que les caractérisations des personnages sont extrêmement précises. Donc c'est pour ça que j'avais retenu cette description de la couronne. C'est pas évident de caractériser exactement l'endroit que ça touche. Et je pense qu'il faut regarder les choses assez précisément pour le comprendre. À méditer donc. Est-ce que vous auriez aimé Du commentaire et des questions aussi. Vous avez montré des images qui sont environ des 1830, c'est ça? C'est le même moment où il y a les photographies stéréoscopiques de Gus Bellot, qui sont Cécile, qui finalement finissent aussi à la BNF, et qui ont, il me semble, un peu aussi ce travail de décor par rapport à d'autres photographies érotiques de l'époque où apparemment c'était beaucoup moins travaillé, beaucoup moins artistique, on va dire. Et bon, c'est dans ce qu'il dit, je crois que c'est Sylvie Aubenas qui est dans ça. Et donc je ne sais pas quel peut être le rapport par exemple entre ces images photographiques, ces images picturales, s'il y a des croisements, s'il y a des... Disons que la doxa sur le sujet, c'est que la photographie a tué ces images. Le développement de la photographie a complètement tué ces images. À partir du moment où la photographie est devenue, disons, reproductible, disons, à coût, non pas bas, mais enfin, quand même relativement. La popularisation de la photographie à partir de la fin, dans les années 1850, fin des années 40, début des années 50, a tué ces images. Elles disparaissent du marché.
Elles ne deviennent plus que des objets de collection comme elles rentrent au rayon 18e, quoi. Elles sont repoussées dans un passé profond, lointain. Parce qu'évidemment, du point de vue de l'excitation, la photographie, je veux dire, d'ailleurs, ça n'a pas d'arrêt. Il n'y a pas de concurrence possible. Voilà. Et donc ça disparaît. Sauf pour les amateurs de vieilles. Voilà, c'est ça que je peux... Mais en même temps, la photographie reprend la mise en scène un peu de ses propres fenêtres. Oui, alors disons qu'elle reprend des cadres, elle reprend des décors, elle reprend des... Mais en même temps, de manière beaucoup plus schématique. C'est-à-dire que la photographie n'a que faire de la gravure de mode. La photographie, elle photographie la chose. Donc, le dispositif visuel, l'excitation de l'œil, tout à fait, voilà, fonctionne tout à fait autrement. On n'est plus dans la dérivation. La photographie, elle dérive rien, je crois. Et du coup, je me demande si on ne perd pas avec la photographie le côté parodie le jeu qu'il y a dans ces images-là. C'est-à-dire on perd le jeu. Enfin, ce type de jeu. On perd ce plaisir de jouer avec les images. Enfin, on joue avec d'autres images ou avec d'autres choses. Mais, alors, les photographes... Il y a eu des moments où... parce qu'on voyait ça dans l'expo, il y a une expo sur Sade au 19e siècle, qui est au musée d'Orsay il y a quelques années, de reproduire ce type de dispositif en mettant des rideaux devant les photos. Parce que justement, trop explicite, etc. Donc le plaisir consistait à ouvrir les rideaux. C'est qu'on voit d'ailleurs dans un film c'est Romain, comment ça s'appelle, les profs Watt. Ce film avec... c'est 1920, un film expressionniste allemand. Donc, précisément, les profs qui après devient bête de cirque, qui finalement finit par se suicider par mourir. Et trouve des photographies des élèves qui visitent un bordel et qui on souffle et on soulève des plumes. Mais c'est vrai qu'on perd la dimension parodique, on perd le jeu. Qu'est-ce qui explique que dans les romans du 18e, qui étaient donc quand même illustrés, qu'est-ce qui explique la qualité des illustrations, puisque, qu'il y ait une mauvaise qualité d'impression qui soit due à une question de coût, ça me paraît à la rigueur plus compréhensible que la qualité de réalisation de... c'est pas général. Certains ont d'assez belles gravures, mais enfin, on voit quand même que c'est fait plus rapidement, dans les multiples dérivations. Beaucoup de ces livres sont vendus dans des circuits, dans des foires, donc en fait, oui, c'est fait de façon trop rapide. Les gravures de bonne qualité sont relativement rares.